Bon, tu vas finir par être prête. Moi, j'arrive à l'heure, puis toi, t'es même pas prêt. C'est quoi, c'est pas professionnel, pantoute? OK, time out, guys. Martin s'est trompé de journée. Oui, Fait que, écoute, t'étais supposé arriver demain, mais... Oui, mais tu sais, je suis comme un invité prématuré. Oui. C'est souvent les meilleurs, les plus créatifs. Oui, ben écoute, fait que j'étais à la maison, je t'ai pris sous le fly, comme Mais on t'étais un dit. peu bête en arrivant. Je me suis dit, Je j'ai me comme demandais compris tellement un peu c'était plus tard. qui. J'étais pas prête. Bon, OK. Fait que, Martin Tremblay, allô? On s'est rencontrés au Salon du Livre, dernièrement, Salon du Livre de Québec. Puis c'était une super belle expérience pour moi et pour toi, je pense aussi. Hein? À chaque fois que je passais devant ton kiosque, il y avait tout le temps plein de monde, plein de jeunes qui allaient voir ton livre. Oui. Elliot Black. Oui. Premier roman. Ouais. On est super contents. oui. J'ai toujours du monde. J'ai vraiment fait ça, moi, pour aller chercher un jeune public à mes histoires de guerre. Fait que puis ça fonctionne bien. Fait que moi, c'est mission accomplie. T'es journaliste de guerre? Photojournaliste? Oui, photojournaliste de guerre. Mais tu sais, je fais pas juste ça, mais tu sais, à chaque année, je fais une ou deux guerres à l'étranger. C'est comme ça que je roule depuis plusieurs années. Parce que là, c'est ça, j'avais noté que tu étais allé en Arménie, Haïti, Israël, Congo, Ukraine, of course. On en a parlé, c'est ton livre, il se passe là. Tantôt, tu avais commencé à me montrer quelques photos parce que, justement, je voulais m'incruster un petit peu dans ton travail, tu sais, voir ça consiste à quoi. Tu sais, aussi, les photos, tu sais, voir la proximité que tu as avec les gens. Tu sais, parce que c'est pas juste des photos de guerre. Tu sais, il y a quand même d'autres aspects en fait, là, de photos. Je vais te montrer des images. Tu vas voir presque rien de combat. Là. Puis aussi, la presse, tu sais, on va pas... Ça coûte très cher envoyer des correspondants étrangers dans un conflit. C'est le reportage le plus cher. Parce que tu as besoin d'assurance qui coûte une fortune. Tu as besoin de fixeurs, de vestes par balle. Tu sais, c'est toute la... C'est l'affaire la plus chère qu'il y a en journalisme. Explique-moi fixer, parce que tu en parles dans ton livre. Oui, OK. OK, explique-moi c'est quoi. Dans le domaine journalistique, quand on fait du travail à l'étranger, je vais te donner un exemple. Ici, on est à Granby. Si un journaliste japonais vient en reportage à Granby, donc il ne parle pas français, il ne connaît aucunement la ville, il ne connaît pas les gens, mais il veut faire le sujet. Fait que là, il va arriver à Granby, il va dire, ça va me prendre un traducteur ou une traductrice pour passer du japonais au français. Fait qu'il va se trouver quelqu'un au Québec, puis il va l'engager. En fait, c'est que le fait que ça, lui, tu vas dire, j'aurais besoin d'avoir une entrevue avec un fermier qui cultive des patates. OK. Il va dire, oui, moi je connais Jean-Louis dans le rang 9 qui cultive des patates. OK. Après ça, j'avais besoin de parler au maire. Mais je connais le responsable des coms. Souvent, c'est des journalistes aussi locaux qui vont faire ce travail-là. Il va y avoir quelqu'un on va louer le véhicule puis qui va le conduire. Pas parce qu'on est bourgeois puis qu'on ne veut pas conduire. C'est que si on revient à une réalité de guerre, il y a des checkpoints, les routes sont barrées, les routes sont bombardées, il n'y a plus de pancartes de rue. En zone de guerre, surtout actuellement, comme en Ukraine, il n'y a pas de téléphone. Là, parce que les Russes brouillent les ondes, les Ukrainiens brouillent les ondes. Fait que quand tu arrives là, tu n'as rien. Puis il y a des combats. Fait que tu peux pas dire, je vais partir d'ici, point A, point B, comme on fait au Québec. Parce que tu peux tomber sur tu peux traverser la ligne de front, tu sais. Fait que tu as besoin de quelqu'un qui a toutes ces fines connaissances du terrain maintenant, aujourd'hui. Fait que ça va nous aider pour notre sécurité et tout ça. Puis, tu sais, mettons qu'on fait une entrevue, comme par exemple, là, en ce moment, mais tu sais, on aurait la voiture avec le chauffeur qui nous attend dehors, prêt à partir. S'ils nous arrive un pépin, on a comme un véhicule. Puis, tu sais, d'après toi, est-ce que, s'il m'arrive de quoi, ce que j'appelle le 911 dans une zone de conflit? Non. Non. Il faut se débrouiller nous autres mêmes. Il faut se soigner, puis il faut se sortir. Mettons toi puis moi, on fait équipe, puis il m'arrive de quoi? Je pèse 190 livres. S'il m'arrive de quoi, c'est toi, il faut qu'il me sauve la vie. Il faut que tu me soignes. OK? Puis après ça, il faut que tu me traînes jusqu'au char. Ma vie en dépend de toi, puis à l'inverse aussi. OK. Tantôt, justement, tu avais commencé à me montrer les photos.
Puis, écoute, tu m'as dit, je pense que c'était en Afghanistan, que tu m'as montré la voiture avec les femmes, puis que la place des femmes, c'était dans le coffre de la voiture. Ouais. Puis j'ai dit, OK, attends un peu, je veux que les gens entendent ça. Fait que là, on a arrêté les photos. Fait que moi, je sais plus qu'est-ce que tu vas me montrer parce que je voulais que ça soit live. Oui. Fait que on rentre là-dedans. OK, je vais essayer de te surprendre. OK, good. Fait que là, ouais, on va se replacer un petit peu. T'es-tu correct comme ça? C'est-tu bon comme ça? En fait, dans mon roman Elliot Black, c'est pas marqué, là, mais on aurait peut-être dû, mais c'est inspiré de faits vécus. Oui. Ça veut dire que tout mon roman, tout est vrai, sauf que les personnages sont inventés, mais sont inspirés de plusieurs vrais personnages. Ouais. Mais toutes les descriptions, tous les lieux et tous les événements de base, comme vol d'enfants, les villes, comment ils sont attaqués, tout ça, c'est la réalité. C'est très, très, très journalistique. Okay. Comme la photo que tu vois ici, c'est une petite fille que j'ai pris en photo à travers la fenêtre d'un autocar. Ça donne un aspect dramatique. Elle est blessée. Elle arrive des combats. En fait, quand je suis arrivé en Ukraine, c'est un peu ce que je décris dans le roman. C'est ce que Mathias va vivre. Il y a, tu sais, d'après toi, combien de gens ont quitté l'Ukraine dans les 2 premières semaines du conflit, il y a 3 ans? Pas, je sais pas. Risque un chiffre. Dans les 2 premières semaines? Ouais. Écoute, 100 000. 4 à 5 millions. Ah! Ouais. OK. Puis juste pour te donner une idée, quand on va au Centre Bell voir un show, il y a 21 000 personnes. Puis quand on sort de là, on fait « Oh my God, le métro est jammé. Mm-hmm. La ville est jammée. Le centre-ville est jammé. » C'est juste 21 000 personnes. Je pensais que j'exagérais avec mon 100 000. Fait que quand moi, je suis arrivé là-bas, le pays se vide. Ça veut dire que c'est une marée. Ben voyons. Une marée humaine qui traverse. Moi, je m'en viens avec ma valise, mon stock. Isabelle et moi, on est 2, seuls. On marche. Tout ce monde-là défile à côté de nous, là, puis s'en vont se réfugier en Pologne. Puis ils vont pas juste traverser à pied, ils vont surtout prendre le train. Fait que c'est ça que je te montre. Fait que, en fait, c'est toutes les photos qui sont là, c'est tout ce qui m'a inspiré l'entrée de Mathias en Ukraine. Fait que les gens, ils quittent, c'est femmes et enfants. Pourquoi femmes et enfants? C'est parce que les hommes sont, par la loi, obligés de rester au pays. C'est encore comme ça, pour pouvoir combattre, aider, etc. Donc, mais 4 à 5 millions de personnes, c'est énorme. On évacue tout le monde. Comme ici, l'armée de Vladimir Poutine avait décidé la veille de cette image-là qu'on voit un petit garçon blessé être mis sur une civière et transporté. L'armée russe avait bombardé des hôpitaux pour enfants la veille. Fait que là, ils évacuaient. Fait que moi, je me suis rendu ce jour-là. Et là, je m'étais lié d'amitié sur la photo suivante, qu'on voit une dame porter son fils de 14 ans dans les bras, blessé à une jambe, avec l'hôpital en arrière-plan. Mais là, le transport était à comme, mettons, 300-400 mètres de l'hôpital en cas de nouveaux bombardements, mais tu ne veux pas mettre les transports à côté de l'hôpital parce que là, tu n'auras plus de transport d'évacuation. Mais cette madame-là, c'était très, très lourd. Alors, moi, je fais les photos, tu sais, elle est d'accord, tout ça. Et là, à un moment donné, c'est trop lourd. Elle dépose son enfant au sol, devant moi. Il n'y a personne pour l'aider. Puis là, tu sais, moi, quand je suis dans une zone de guerre, je ne suis pas là pour aider la population. C'est pas ma job. Moi, je suis là pour documenter, témoigner. Puis je laisse l'aide à ceux que c'est leur travail. Mais il y a une règle en journaliste qui dit que si tu es le seul qui peut aider, bien, tu es dans l'obligation de le faire. OK. C'est sûr que l'enfant n'était pas en danger de mort. Mais j'ai fait fuck off. Mm-hmm. J'avais pas le choix. Là. Fait que j'ai porté cet enfant-là, je l'ai emmené, j'ai porté les valises, j'ai tout fait. Ça, c'est un peu, tu sais, comme toi qui as lu le livre, là, c'est un peu quand Mathias il rejoint sa mère à l'hôpital, là, puis qui transporte un jeune. Fait que c'est exactement à peu près ça. Fait que toutes ces photos-là, ben c'est ça a alimenté ma fiction dans mon roman. Fait que, tu sais, comme ici, cette photo-ci, c'est à la gare de Lviv. La gare, elle est remplie de milliers de femmes et d'enfants qui quittent vers la Pologne.
Fait que ça fait du monde en maudit, là. Mm-hmm. La photo qu'on voit ici, elle est prise à l'intérieur d'un wagon du dernier train qui se rend en Pologne. Les gens arrivent de partout, là, en Ukraine, beaucoup des zones de combat, de la ligne de front. Alors, je rentre dans le train, j'avais comme eu une permission d'1 minute. Puis quand je suis rentré dans ce train-là, c'était interdit aux médias, mais j'avais convaincu une militaire, elle a comme changé d'idée. Puis j'ai pas eu le temps de faire mes photos, qu'elle me tirait pour me sortir de là, mais vraiment, vraiment fort. Puis là, elle me criait après. Puis ma fixeur, qui s'appelle Sophia, elle pouvait pas monter. Fait que je comprenais pas ce qu'elle me disait, mais je savais qu'il fallait que je sorte. Puis là, moi, je me suis dit, c'est mon occasion unique, là. Je sors pas d'ici avant de faire une photo. Fait que là, j'essayais de gagner du temps. Puis j'avais des gens devant moi. Puis quand ils se sont assis, vous voyez cette photo-là, j'ai vu ce monsieur-là brûlé au visage, les mains brûlées. Et là, j'ai fait comme 10 images max. Puis là, je devais confirmer s'il avait été blessé au combat. Fait que là, la militaire me tirait, là, mais vraiment, elle me mettait dehors, là. Fait que là, j'ai fait des bruits, comme j'avais pas de traducteur, j'ai fait des bruits de mitraillette puis d'explosion. Le monsieur m'a répondu que des bruits d'explosion en me montrant ses mains et son visage, c'était suffisant pour pouvoir affirmer qu'il arrivait des zones de combat. Fait que ça a été publié en une de la presse le lendemain, puis ça a vraiment eu un fort impact. T'sais, dans l'imaginaire québécois, cette guerre-là était très, très, très importante. Ça touchait les Québécois particulièrement. Puis c'est ça. Donc, c'était une première image forte que j'ai publiée. Fait que plus tard, je me suis rendu à Mykolaïv dans un quartier, puis l'artillerie, là, c'était incroyable. C'était boum, 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 constamment. Il y avait de l'artillerie près de nous. Pas près pour nous blesser. On ne voyait pas des explosions, mais c'était comme en périphérie, assez proche. Dangereux. Je faisais ces photos-là, un jet russe qui est passé à très basse altitude. Isabelle et moi, on était là. Fait que là, nos guides, nos fixeurs, ce qui était là, on dit, ben, on s'en va là. C'est trop dangereux. Fait que j'ai tiré la sauce en faisant ces images-là. J'ai été rejoindre Isabelle, puis on est rentré dans le sous-sol d'un immeuble où il y avait comme plusieurs familles qui étaient à l'abri des bombardements qui se passaient à l'extérieur depuis des jours, depuis le début de la guerre, sur un plancher de terre. Dans l'angoisse, à pleurer. Puis là, j'ai fait les photos, mais en même temps aussi, là, je vivais ce qu'ils vivaient eux, là. Puis c'est pas cool, parce que c'est vraiment une angoisse épouvantable, tu sais. Puis, c'est de voir, tu le vois dans les images, leur regard, c'est des regards que tu vois pas ailleurs. Des regards uniques, c'est la peur. Peur au ventre. Là. La peur constante de ne pas savoir si tu vas sortir de ce sous-sol-là, dans le fond. Oui, vraiment. Puis, tu sais, quand j'ai vu cette petite fille-là avec son toutou, je me disais, hey, ça n'a pas de sens, tu sais, qu'un enfant de genre 3 ans, 4 ans, vive ça. Parce que, tu sais, là, la guerre n'est pas finie, on est pour parler de paix. Même quand la guerre va finir, mettons, elle finit cette année, la guerre à l'intérieur de ces gens-là, elle va continuer. Oui, ça, ils sont marqués, là. Ah ouais. Ça va prendre un méchant bout à te sortir de ça. Puis, donc, quand j'ai vu ça, ça a été une forte inspiration. À ce moment-là, j'étais dans le sous-sol, puis, sérieusement, je me souviens pas combien de temps j'étais là. Le temps que ça se calme, les bombardements en haut. Mais c'est comme si j'avais pris 6 mois d'expérience, humainement. Puis c'est là que j'ai fait, faut que je raconte ça plus que ce que je vis, là. Puis tu sais, je dis pas que j'ai eu l'idée de faire le roman là, mais j'ai eu le déclic certain de vouloir en parler le plus possible, tu sais, puis de venir au micro comme aujourd'hui avec toi, puis d'en parler, parce que ça fait partie maintenant. Je me donne ça aussi comme mission. Oui, je fais mes photos, oui, je les publie dans la presse, mais malheureusement, dans la presse, ça a un fort impact. Mais le lendemain, on passe à une nouvelle histoire.
C'est ça Fait l'affaire, que le livre, ça permet de donner une durée à l'histoire puis à ma sensibilisation beaucoup plus longue. Puis ça, c'est là que j'ai décidé ça. OK. Ouais. Comme ici, on voit un missile planté dans le sol, un missile qui n'a pas encore explosé, qui est planté dans le sol. OK? Moi, je cherchais ça. Là, tu vas dire, il est malade. Mais je trouvais que ça faisait une photo cool. J'avais vu comme 2-3 jours avant un autre photographe l'avait fait. Fait que j'avais mandaté mes fixeurs de demander à tout le monde, à chaque fois chaque fois qu'on s'adresse à quelqu'un, y a-tu un missile qui n'a pas encore explosé, planté dans le sol à quelque part? Fait que là, on était à Mykolaïv, puis quelqu'un disait oh oui, plus loin, là, dans l'autre quartier, je sais qu'il y en a un. Ben, je vais vous amener. Fait que là, il nous amène, je fais cette photo-là. Fait que là, l'autre image que tu vois, c'est moi à côté du missile, puis c'est à ce moment-là que je fais oh, petit détail. C'est un missile qui n'a pas encore explosé. Ça veut dire qu'il peut exploser n'importe quand. Je me suis comme levé sur le bout des pieds, comme voulant pas déranger la bête. Ouais, c'est ça. Je me suis comme reculé, puis quelqu'un qui me dit hey, ça sert à rien parce que s'il explose, c'est quasiment tout le quartier. Là. Fait que faut que tu vives avec ta décision d'être venu ici, mon champion. Là. Mais j'avais comme eu une petite frousse. Fait que j'ai tellement aimé ça aller en Ukraine que je suis retourné une deuxième fois. Et la deuxième fois c'était vraiment encore plus intense. On est allé dans une ville qui s'appelle Bakhmut. Okay. C'est encore à ce jour la plus sanglante bataille qu'il y a eu dans tous les 3 ans de guerre en Ukraine. Okay. Ça a été épouvantable. Nous, on était là, Isabelle et moi, dans les derniers jours de cette bataille-là où l'armée ukrainienne résistait. Puis c'était vraiment dangereux. Ouais, moi, j'ai été au bout de moi-même. Là. C'était vraiment risqué. On est allé quelques jours. Qu'est-ce que tu veux dire au bout de toi-même? C'est parce que, tu sais, être dans une zone de conflit, c'est dangereux, mais, tu sais, moi, je pense plus ou moins à la mort. Là, je gère le risque, je pense à ma sécurité, tout ça. Là. Mais tu sais, j'ai pas comme la mort qui est à côté de moi. Là. La grande faucheuse n'est pas encore là. Parce qu'on fait attention, puis c'est pas tout le temps si risqué. Mais à Bakhmut, près du pont, avec l'armée russe juste de l'autre côté, avec des snipers, avec des bombardements, avec tout ce qu'il y a d'armement possible, ben là, tu sais, ils pensent en maudit. Là. Ouais. Les gens, ils se cachent, tu sais, partout. Tu sais, il y a des militaires, des tanks partout. Fait que... Puis, il y a, tu sais, ça, l'armée... les Russes sont là, les Russes. Là. Puis là, tu as toujours du monde qui passe en vélo. Tu sais. Tu te sens... J'ai une vidéo que tu pourrais entendre le son aussi. Ben oui. Je peux te... Qu'est-ce qui fait que, tu sais, on voit encore beaucoup de familles? Tu sais, tantôt, tu disais au début qu'il y avait à peu près 4 millions, je pense, qui étaient partis. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui restent puis qu'il y en a qui partent? Moi, là, je me pose tout le temps cette question-là. Tu sais, en tant que Nord-Américain, Canadien, qu'on n'a pas connu la guerre, avoue que dans ta tête, quand tu vois ça, tu dis, ben moi, je chacrerais mon camp. Moi, je repose toujours la question, puis tout le monde me dit à peu près toujours la réponse suivante, c'est super simple. Ben, j'ai nulle part où aller. OK. C'est chez nous ici. C'est ma maison. Puis rester, c'est résister. Partir, c'est abdiquer. Je peux te faire juste entendre rapidement le bruit de la guerre à Bakhmut. Un explosé. We hear mortar shells, we hear some artillery, machine gun, rifle fighting in the north of Bakhmut. Peut-être que ici, ici c'est encore plus intense. C'est une meilleure séquence, OK? OK.
Okay? Petit monsieur. Fait que ça ressemble à ça. Fait que vous avez entendu, tu sais, ce que moi j'entends constamment, qu'on n'entend pas sur mes photos, parce que j'ai Non, pas de c'est son. ça, c'est ça. Fait que là, tu vois, tu sais, qu'il y a énormément d'explosions, de Vraiment. mitraillettes. Ouais. Là, tu vois, ça, c'est une photo d'Isabelle et moi. On a un casque qui nous protège. Les images que tu as vues, je les avais prises avec une GoPro, j'avais mis sur mon casque. Puis, c'est ça, notre chose premier soin, une veste par balle. That's it. C'est tout. Faut voyager très, très léger. On a nos laptops pour transmettre les images. Puis, that's it. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. C'est vrai, hein? J'avais même pas pensé à cet Ouais. aspect-là. Okay. Ouais. Fait que, c'est ça. L'Ukraine, ça a été... moi, quand je disais, tu sais, c'est eux là, qui arrivent. Là. Ça, c'est la zone de combat où on était pendant 3 jours. Tu sais, champs de mines. Ouais. Il y a beaucoup de crimes de guerre en Ukraine, là, vraiment, vraiment beaucoup. Là. Quand l'armée ukrainienne a repoussé une partie de l'armée russe, on a pu découvrir ça. Puis, ça, c'est un autre affaire qui m'a bien touché puis qui a servi à écrire le livre, c'est que il y a un auteur jeunesse célèbre en Ukraine qui a disparu après avoir été arrêté par l'armée de Vladimir Poutine, retrouvé enterré dans une forêt là, de pins avec 451 autres personnes civiles. Mon Dieu. Qui ont été enlevées, torturées, Ben tuées. Fait que ça ressemble à ça quand on est arrivé. Là, ils avaient déterré tout le monde. Fait que c'était des trous partout. C'est tous des gens arrêtés aléatoirement, tués, surtout torturés. Puis ça, quand j'ai fait ces images-là, j'avais visité le centre de torture avant. On avait récolté des témoignages de gens qui sont sortis vivants du centre de torture, qui étaient complètement brisés. J'ai jamais vu des visages de même. Leur visage était là, détruit. Puis, on a eu quelques témoignages, mais un témoignage, c'était le père et son fils, un jeune adulte, qui avaient été arrêtés ensemble, mis dans le centre de torture que je vais te montrer, puis torturés. Les père et fils. Arrête. Puis là, il nous parlait de ça, puis ça m'a rentré là, comme un coup de poignard au cœur, leur témoignage. Puis après, j'ai visité là où ceux tout le monde était mort. Ouais, tout le monde était mort. Puis là, ça, c'est la première fois que j'ai pleuré pendant que je fais mes images. Parce qu'habituellement, j'ai pas le temps. Je peux pas pleurer, puis pas parce que je veux pas, c'est parce que j'ai tellement de choses à penser. Mon cadrage, ma sécurité, ça. Fait que l'émotion, elle vient après, tu sais. Ouais. Mais là, c'était comme too much. Là. Fait que, tu sais, le centre de torture, là, tu sais, le policier nous a ouvert pour nous montrer, tu sais, tout était resté intact. Ça sentait tellement mauvais dans les cellules. D'ailleurs, il y avait tellement de monde dans ces cellules-là qu'il y avait juste, tu sais, les gens, la majorité, ne pouvaient pas être couchés pendant, tu sais, c'était comme, ils se relayaient pour pouvoir se coucher. Mais l'odeur était tellement épouvantable qu'il déchirait les coussins pour se mettre le visage dedans, pour faire comme des masques à gaz. Puis quand on est arrivé dans la salle de torture, tout était là. Il n'y a aucune mise en scène. Là. La chaîne est au plafond sur laquelle les instruments de torture sont sur la table. Ça aussi, c'était vraiment frappant. Là. Puis tu sais, comme on parle de crime de guerre, mais un crime de guerre, c'est quoi? C'est que, tu sais, c'est tout ce qui, chaque fois comme sur cette image-là, quand l'armée russe bombarde un immeuble à logement, c'est un crime de guerre grave. Fait qu'une bombe, ça coupe l'immeuble comme ça. Puis souvent, ils vont envoyer ces bombes-là à l'heure du souper pour s'assurer qu'il y ait le maximum de gens. Fait que c'est une immense enquête que les Ukrainiens font. Ils gardent tous les bombes, tout est numéroté, tout est enquêté, comme s'il y avait un meurtre à Granby. La SQ enquêterait et chercherait le coupable. Mais eux, ils font ça à chaque crime de guerre en Ukraine. Ils le documentent dans le seul espoir
qu'un jour, les responsables russes de ces crimes de guerre soient emmenés devant les tribunaux internationaux pour être jugés de leurs crimes. À voir que tu arrives là-dessus. Puis ça a l'air comme à l'infini, là, les gens de... Ouais. Comment qu'on appelle ça? Des obus, c'est ça? Bien, il y a tout ça, c'est des bombes, des missiles. Les obus sont pas là parce que les obus, quand ils touchent le sol, ils éclatent en milliers de morceaux. OK, mais c'est qu'est-ce qu'on a vu? Ça, c'est des missiles. Qui n'avaient pas éclaté, c'est ça? OK. Ça, c'est des missiles qui sont lancés. Puis là, il y en a des milliers. Des milliers. Oh my God, voir. OK. L'image suivante, vous voyez, on voit des fleurs qui sont sur une balançoire usée, une balançoire d'enfant. Tu vas comprendre la photo d'après, comme ce père a perdu ses enfants après que l'armée russe ait bombardé son bloc appartement. C'est vraiment émotif d'être là. Puis, tu sais, je me sens pas mal de faire ces images, mais en même temps, je suis dans la bulle des gens qui vivent la pire journée de toute leur vie. Mm-hmm. Moi, je suis là. Mais ma job, c'est de témoigner aussi de ça. Parce que être photographe de guerre, c'est d'être capable de travailler dans l'horreur totale. Mm-hmm. Pas juste le danger. Tu sais, on pense que toi, tu es capable de travailler dans le danger, dans le stress. Oui, OK. Mais je suis surtout capable de travailler dans des émotions qui n'ont pas de sens. Non, c'est ça. Puis là, moi, c'est là que je dois être à mon meilleur. Parce que l'histoire, c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, j'ai dit au début, je me concentre sur de témoigner pour les victimes. Ouais. Ben, c'est ça. Ça, c'est les victimes. Même s'ils ne veulent pas trop me voir là, il faut que je réussisse à les convaincre que c'est important qu'on documente ces moments-là pour les dénoncer. Fait que, tu sais, une bombe, ça coupe comme ça, regarde. Les frigidaires sont pleins de lunch pour les enfants, tout. Tout le monde est mort. Ouais. Ça, je l'aborde dans le livre, les vols d'enfants. Ouais. Il y en a eu plein, là. On parle peut-être... Il n'y a pas de chiffre exact, mais tu sais, c'est des 100 000. Les Russes en ont retourné il y a 2-3 mois, je pense. 10 000 enfants. Mais ils ont volé... Ça, c'est sans parler, on en parle plus ou moins, mais à chaque fois qu'ils prennent une ville, ils vont détruire tous les symboles ukrainiens. T'sais, en ce moment, la Russie, dans les territoires qu'ils ont, ils sont là pour effacer l'Ukraine, effacer la culture de l'Ukraine, effacer la langue. Puis c'est pour ça que les Ukrainiens ils se battent avec autant d'acharnement, parce que ça commence, ils défendent leur maison. Tu me l'as demandé pourquoi ils restent. Ils défendent leur maison, ils défendent leur quartier, ils défendent leur ville, ils défendent leur pays, mais ils défendent surtout leur culture et leur identité. Mm-hmm. C'est ça être un Ukrainien en ce moment. Fait que là, on tombe en Afghanistan, c'est ça? Oui, en fait, mon premier reportage, là où j'ai tout appris, c'était avec une grande reporter, Michel Ouimet, de la presse. Puis ça, je commençais en photo, là. Puis j'étais avec elle, puis ça a été l'école du journalisme. Ça, tu commençais en photo? Oui. Elle est magnifique, cette photo-là. Ouais, j'ai commencé en photo. Puis ça faisait quelques mois là, que je travaillais comme à temps partiel à la presse. Ouais, fait que on s'est promené dans un pays qui venait d'être libéré des talibans, de Ben Laden, qui venait lui de faire tomber les 2 tours jumelles à New York en 2001. Fait que là, ici, on est en 2003, donc on est au début 2003. Fait que là, ça faisait à peu près 1 an là, que le régime était tombé. Fait qu'on pouvait se promener ça a créé comme une espèce d'espace chaotique dans lequel nous, on a pu s'insérer puis traverser tout le pays. Chose qui a été impossible tout de suite après puis qui est encore impossible. Fait qu'on est allé du nord au sud. Un pays qui m'a marqué profondément, marqué mes tripes, marqué mon esprit. C'est le pays... en termes touristiquement parlant, c'est l'ultime pays. C'est inaccessible. C'est comme aller sur la Lune, quasiment. Là. Et les Afghans sont incroyables. J'ai vraiment tombé en amour avec les Afghans, malgré toutes les différences culturelles puis le traitement des femmes. Ça n'empêche pas ça. Je ne suis pas tombé en amour avec
le mode de vie. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est des gens qui en ont bavé depuis toujours. Là. Puis ça paraît, tu sais, dans leurs yeux. Puis... Et puis, en 2001, là, tu vas dire que tu reçois un vieux monsieur à ton micro. Mais en 2001, quand je suis arrivé en Afghanistan, je venais d'avoir un appareil photo numérique. OK. Eux autres, pour juste te dire, les talibans, avant 2002, Mm-hmm. toute reproduction, tous les arts étaient interdits. Toute reproduction de l'humain est interdite. Pas le droit de faire de photos, pas le droit de dessiner un corps humain, une personne. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est de retour, là. C'est encore comme ça, là. Là, c'est comme ça aujourd'hui, là. 2020. Mon Dieu. Donc, moi, j'arrive avec un appareil photo numérique. Il n'y en a pas en Afghanistan. Mm-hmm. Okay? Et je photographie du monde. Et je peux leur montrer leurs photos derrière mon boîtier. Mm. Sérieusement, j'avais vraiment l'impression d'être un voyageur, tu sais, un extraterrestre qui arrive du futur, là. Hey, Ouais. Le monde capotait. Ben. C'est ce genre d'événements, c'est des petits événements, moi, qui me remplissaient de bonheur. Là. Mm-hmm. Encore aujourd'hui, là, de voir leur réaction aux enfants, aux femmes. Bon, j'ai photographié des femmes à visage découvert en 2002. C'était assez... ce serait impossible aujourd'hui. Oui. La fameuse valise de char. Oui, pour toutes les femmes qui nous écoutent, si vous allez en Afghanistan, votre place dans une voiture, ça serait dans le coffre. C'est fou, hein? Puis il y en a combien dans le coffre? On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'après moi, il y en a 7. Il y a 7 personnes dans le coffre d'une petite berline. Ouais. Seuls les hommes peuvent, comme on voit ici, seuls les hommes peuvent s'asseoir dans l'habitacle. Ah, ça, c'est... Mon Dieu. Oui, tu sais, des fois, on parle de conflit, tu sais, tu as énuméré, mais une famine, pour moi, c'est la plus grande des guerres. Ouais, puis ça, c'est où? Ça, c'est au Niger. OK. Ouais. Puis c'était une famine qui s'attaquait... les principales victimes, c'était les enfants. Mm-hmm. Fait que... je te raconte l'anecdote. La presse me déploie avec une journaliste là-bas, Pascal Breton. On arrive à Niamey, la capitale, puis là où il y a l'hôpital de Médecins sans frontières est à peu près à 1500 km. Mais 1500 km en Afrique, là, c'est une distance énorme. C'est des routes ensablées, c'est la désertification et tout. Pendant que nous, on voyageait, CNN, OK, eux autres sont arrivés en hélicoptère. Ils ont beaucoup plus de moyens que la presse. Ils ont débarqué à côté de l'hôpital de Médecins sans frontières, MSF. Ils ont fait un topo très rapide, ultra sensationnaliste, puis ils ont sacré leur camp. OK. Là, tout le monde à l'hôpital, puis Médecins sans frontières ont fait, il n'y en aura plus de médias, là. Là, nous, on arrive, toc, 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 à la gate, c'est un hôpital temporaire, là, avec des tentes. Là, le responsable me dit, plus de médias. Et nous, on a parcouru la planète, là, littéralement, pour venir témoigner de ce qui se passe. Fait que moi, je dis, hey, je suis pas venu ici là, pour partir, on va trouver une solution. Parce que photographe de guerre, c'est chaque jour, je fais des photos, mais ma vraie job, c'est toujours de trouver une solution pour pouvoir la faire, la maudite photo. Parce qu'il y a tout le temps des embûches. Il n'y a jamais rien de facile. Il faut tout le temps travailler comme des acharnés pour avoir des permissions, des accès, des ci, des ça. Fait que là, je m'assois à côté à l'extérieur, là, dans le sable, puis on attend des heures. Il va finir par se passer de quoi. Finalement, il arrive, tu sais, un troc de terre, comme on dit au Québec, là, tu sais, une benne, en arrière, c'est rempli de femmes et enfants. Ce troc-là, là, il est comme vieux, il boucane noir, il se recule. C'est des humains là, derrière, mais ils se reculent, c'est comme s'ils venaient de domper une charge de terre. Porte ouvre en arrière de ça. Et là, on voit des femmes et enfants, mais vraiment mal en point. Vraiment. Puis là, moi, je veux faire des images de ça, mais je peux pas. J'ai comme pas la permission, OK? Fait que là,
le fameux médecin italien commence à faire le tri. Okay? Ça, du plus urgent au moins urgent, mais ils sont tous mal en point. Puis à un moment donné, il commence ça, puis il s'arrête, puis il me fait signe. On était loin. Il me fait signe, toi, viens ici. Là, je me dis, il va me sacrer dehors. Je m'en viens, je m'approche. Et il me dit, fais des photos. Je veux que tout le monde voit qu'est-ce qui se passe ici. Puis là, il commence à trier, fait que il s'assoit. Puis là, chaque femme avec son enfant va voir ce médecin italien-là. Assez rapidement, il fait juste comme prendre les signes vitaux, tout ça. Puis là, il arrive, je me souviens de son nom, c'est le petit Brahim. Il était au sein de sa mère. Je commence à faire des photos, toc, toc, toc. Puis à un moment donné, sa tête tombe par l'arrière. Je fais cette photo-là que tu vois. Puis là, tout le monde pleure, tout le monde crie. Puis là, entre deux patients, le fameux médecin italien, il me dit, tu sais, hein, la photo que tu as faite tantôt, là, mais c'était le dernier instant de cet enfant-là, il est mort. Arrête. Ah, il fait tellement... Ça est vraiment cherché. Oh, pauvre petit loup. Ah, pauvre petit... Ça, c'est quoi, ce gros mur-là? Aïe, aïe, aïe. C'est ça, c'est beaucoup d'émotions de faire cette job-là. Ah, pauvre petit loup. OK. Ouais. Fait que ça, finalement, ici, c'est Gaza. Mais pas Gaza maintenant. Fait que j'étais à Gaza il y a plusieurs années, là. Donc, à la fin des années 2000. Donc, je pense en 2009. Puis, mon sujet, c'est qu'il construisait un mur qui est là aujourd'hui, qui sépare complètement la Cisjordanie d'Israël, puis qui fait aussi de Gaza une véritable prison. Puis on s'entend, à Gaza, les gens n'ont pas de port, pas d'aéroport, pas de passeport. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ne peuvent pas sortir de là. Il n'y a pas de possibilité pour quelqu'un qui vit à Gaza de partir. OK. Il ne peut pas dire, ah, ben, m'en va en France. Non, c'est une prison. C'est clôturé, c'est fermé. Ça prend une autorisation du gouvernement israélien pour sortir. Fait que ça, c'est comme c'est comme ça partout, ouais, c'est mettons, comme les ça gros partout, murs? Ouais. OK, mon Dieu. OK. Puis ça, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, ici, c'était le gouvernement israélien érigeait le mur, fait qu'il y avait un mur temporaire, fait que les gens réussissaient encore à grimper. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont coupé des quartiers en deux, là. Soudainement, tu te retrouves que, ben, je peux plus aller voir ma soeur qui est 2 rues plus loin. Ils ont même passé des fois le mur entre l'école puis la cour d'école. Ben voyons. Ouais. OK. Ça, j'aimerais ça y retourner, mais c'est pas. Il n'y a pas de possibilité actuellement pour les journalistes étrangers d'aller à Gaza. OK. Comme je disais, c'est complètement fermé. OK. Puis c'est l'Israël qui décide, puis il n'y a pas de journalistes étrangers qui rentrent là. T'sais, bien entendu, on sait pourquoi. Là, ils veulent pas. Nous, on témoigne, là, puis on documente. Fait que souvent, les gens qui font des crimes de guerre, mais ils veulent pas qu'on témoigne puis qu'on documente. Je savais pas qu'il était si enfermé que ça. Ah oui. Que c'était des... Parce que, tu sais, on voit la madame, je pense 2 photos plus loin, elle marche, puis tu vois l'ampleur du mur. Tu sais, la madame est petite de même, puis le mur... là... C'est fou, OK. Ça doit avoir 20 pieds, là, au moins. Là, cette info-là n'est pas vérifiée de ma part, là, mais c'est super haut. Là. Ouais. Puis, je parlais du Congo plus tôt avec toi. Le Congo, donc, mon sujet, quand j'étais là, ça ne sera pas dans le roman jeunesse que je suis en train d'écrire, mais le sujet que j'ai fait, c'était le viol comme arme de guerre, fait par les rebelles qui ont pris le pouvoir en 2025. C'est des barbares, là. Puis quand je dis viol, là, c'est pas viol, c'est épouvantable ce que je vais dire, là. Ils vont mutiler les femmes, le sexe des femmes avec leurs mitraillettes. Comme arme psychologique. Fait que
Les cliniques sont bourrées de femmes blessées par les rebelles. C'est-tu qu'il y en a qui sont pas bien, hein? C'est épouvantable. Je comprends pas. C'est-tu que je comprends pas. Mais tu sais, quand j'ai commencé à faire ça, là, en 2003, là, toutes les guerres que j'ai faites au début de ma carrière, c'est encore les mêmes maudites guerres. Afghanistan, les talibans sont revenus au pouvoir. Congo, c'est encore très actuel. J'y vais y retourner pour faire probablement. Israël, Gaza, c'est encore la même affaire. Fait qu'au Congo, puis c'est ça que je vais aborder dans le roman Jeunesse, c'est qu'il y a un autre il y a un minerai qui s'appelle le coltan, qui est un minerai essentiel dans la composition des jeux, des consoles de jeux vidéo, puis dans nos téléphones, comme les iPhones. Fait que ça alimente la guerre au Congo depuis tout ce temps-là. Fait que là, moi, je vais faire le lien entre, justement, console de jeux vidéo, téléphone, puis la surconsommation effrénée du renouvellement des jeux de nos téléphones, même s'ils fonctionnent encore très bien. Puis la conséquence que ça peut avoir, ça peut financer une guerre à l'autre bout du monde. Puis cette guerre-là au Congo, la guerre pour le coltan, ils vont utiliser des enfants soldats, donc des ados, pour... C'est ça les rebelles, c'est des enfants soldats. Puis les mineurs, les creuseurs qu'ils appellent, là, ceux qui sont dans les mines de coltan, c'est souvent aussi des ados. Fait que là, c'est ces deux éléments-là que je vais mettre en scène dans mon deuxième roman, puis qui va faire le lien entre nous ici, notre consommation, mais sans jamais tomber dans... Tu l'as lu, le premier livre. Moi, je tombe pas... je fais pas la morale à personne. Je raconte une histoire, c'est une fiction, puis je donne des informations comme un journaliste sans donner mon opinion. Ouais. Mais toi, je m'organise qu'en le lisant, mais que tu aies suffisamment d'informations pour avoir ta propre opinion. Puis au Congo, ceux qui sont méchants, que tu parlais tantôt, est-ce qu'ils viennent du Congo? Est-ce que c'est à l'intérieur du Congo? Ils sont financés par le Rwanda, le pays voisin. Moi, je trouve ça triste parce que, tu sais, le Rwanda a été victime d'un des plus graves génocides. Ben oui. OK? La communauté internationale leur a donné une aide en milliards, puis un soutien aussi technique, puis de tout ça pour plus que ça arrive. Mais le conflit s'est déplacé de l'autre bord de la frontière, au Nord Kivu. C'est quand je dis le Congo, c'est la République démocratique du Congo, dans la région du Nord Kivu, Nord et Sud Kivu, mais principalement Nord Kivu. Fait que le conflit s'est déplacé, puis il a fait, c'est beaucoup de millions aujourd'hui, hein, mais il a fait 4 à 5 millions de morts. Ça, c'est documenté. C'est pas moi qui dis ça, c'est documenté. Puis ça continue. Ça a continué pendant 20 ans. Et là, le Rwanda, lui, il finance les rebelles pour pouvoir voler les ressources naturelles du Congo, les amener chez eux, puis lui les vendre à l'étranger. C'est du vol. Fait qu'ils ont toujours financé. Mais là, ils ont décidé cette année qu'on ne va plus le faire en cachette. On va le faire pour vrai, puis on va prendre le contrôle. Puis on prend ça. Fait que c'est le gouvernement rwandais qui est derrière ça. Puis c'est connu. J'avais fait un podcast avec un directeur qui s'occupe des immigrés qui arrivent, des immigrants qui arrivent. Oui. Puis il y avait une dame qui, à cet effet, de poser la question à un moment donné, tu sais, pourquoi on voit tout le temps les femmes, tu sais, aller chercher de l'eau avec, tu sais, des gros trucs, puis tout ça, puis c'est pesant, puis tu sais, il dit pourquoi c'est pas les hommes, tu sais, qui y vont. Puis la femme avait répondu, parce que nous, on se fait juste violer. Puis si on envoie nos hommes, ils vont se faire tuer. Wow. Mais j'avais jamais entendu ça, mais c'est vraiment puissant. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est fou. Mais tu sais, comme sur la ligne de front au Congo, j'ai été avec l'armée congolaise, là. L'armée qui a perdu là, cette année. Tu sais, ils sont là avec leurs enfants et leurs femmes. C'est leur femme qui fait à manger, puis tout ça. Ça fait qu'ils amènent leur famille à la guerre. Parce qu'il n'y a pas de support de l'armée là, avec des... Ça prend du monde qui aide. C'est leur famille. Oui. Puis quand je suis retourné en 2007 en Afghanistan, c'était un autre game. Là, c'était une vraie guerre. Attends, tu peux-tu reculer 30... Elle est tellement belle, cette photo-là. L'autre après. Tu sais quoi?
Avec le drapeau puis la personne, non, je sais pas c'est quoi. C'est la maison de Ben Laden en Afghanistan. Arrête! Non. Oh ouais, fait que c'est ça que ça a donné, les hélicoptères, quand ils... Non, toi, tu parles au Pakistan quand il a été tué. Oui? Non. Mais là, toi, tu parles de quoi d'abord? Ça, on est en Afghanistan. Quand il a fait l'attentat du 11 septembre, sa base où il se terrait, là, où il opérait, c'était là, en Afghanistan. Donc, c'est sa maison. Bon. Il était... Ben, je te dis pas qu'il était assis là le 11 septembre, là, mais peut-être, tu sais. Fait que là, les Américains, la première affaire qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont liquidé cette maison-là en le bombardant. Puis j'avais rencontré un militaire américain. Puis par le page Jazz, on dit hey, ça a l'air que la maison de Ben Laden serait à côté du compound qu'ils appellent à côté du campement de la CIA. Il dit oui, c'est vrai. Je dis bien, voulez-vous aller visiter? Mais on dit, bien certainement. Pas de problème. Demain, je viens vous chercher. On va aller là. Fait qu'il nous a fait visiter. OK. Wow. Méchante opportunité, hein? Oui. Wow, il y avait juste une chose. Il dit, ben, fais pas de photos du camp de la CIA, mais tout le reste, c'est beau. OK. Ouais. Wow. Fait que c'est ça. On a passé quand même pas mal de temps avec les militaires. Ils tuaient de l'insurgé. Comme tu vois, les cadavres. Ça, c'était nos conditions de vie. Ils creusent un trou dans la terre, puis tu mets ton lit là-dedans, puis c'est rempli de puces. OK. Fait que c'est ça qui souffre. OK. Hey! Je suis contente qu'on l'ait fait. Je t'avais dit que ça allait être long, là. Mais c'est parfait parce que tu me racontes une histoire en même temps. Tu sais, c'est... Wow! Vraiment. Parce qu'au début, tu sais, quand j'avais juste une place, je pouvais faire bien du temps juste sur un conflit, mais là, plus j'en fais, mais c'est ça. c'est comme un monstre, là, tu sais. Ouais. Puis là, je t'ai même pas parlé je t'ai parlé de la série, je ne l'ai pas montré, parce que je t'en avais parlé longuement, puis c'est ça, fait que plus le temps avance, plus j'en accumule, mais... Je sais pas si je vais faire ça encore super longtemps, mais pour l'instant, je suis encore vraiment passionné, puis je suis encore très en forme. OK. Ça serait quoi, mettons, ton plus... Ça se dit pas ton pire, je m'en allais dire ton plus mauvais. Ça serait quoi ton pire souvenir puis ton meilleur souvenir de ton travail? Un, là, tu sais, je sais que tu dois en avoir pire beaucoup. Souvenir, je veux dire une expérience négative. Ouais. C'est quand tu as vraiment peur pour ta vie. Ça, c'est tough. Mais je te dirais qu'en Ukraine, quand Isabelle et moi, on a fait notre enquête sur les crimes de guerre, puis qu'on a récolté les témoignages frais, là, tu sais, ça venait juste d'arriver ou presque, ça a eu un impact. Tu parlais... excuse-moi. Non, vas-y. Ben, c'est parce que tu parlais tantôt du papa puis du fils là, qui avait été là. C'est ça. Est-ce que eux sont ressortis vivants? Oui. Ou les deux? Oui. OK. Les deux, puis ils ont témoigné raconté de ce qui s'est passé. OK. Puis on s'est rendu à la morgue. OK? Fait que quand t'es arrivé là, une morgue sans eau, sans électricité, l'odeur était... Tu veux pas le savoir, là. Fait que là, on arrive là, puis le médecin légiste, on allait faire comme... Ils sont en train de prendre de l'ADN sur des corps trouvés dans la forêt d'Izium, là, tu sais, le fameux, pour pouvoir identifier c'est qui. Fait que moi, je voulais avoir une shot de ça, tu sais, le travail de médecin légiste. Mais là, ils m'ont dit oui, mais là, finalement, c'est à la morgue. On dit OK, pas de problème. Tu sais, moi, je pense à une morgue comme ici. Là. C'était pas ça pantoute. Là. Il n'y a pas de ventilation, rien. Le médecin légiste était là avec la fameuse dépouille qui prend des relevés d'ADN, tu sais, un peu scientifique. Mais dans le reste de la pièce, il me dit tu peux faire des photos, mais fais pas trop de photos du reste. Tu sais. Et là, il y avait des cadavres de civils empilés là, au sol, comme en petite montagne. Quand j'ai vu ça, je te jure, j'ai fait « regarde pas ça, Martin. Tu vas te traumatiser, Chris. » Puis là, j'ai fait « OK, là, à partir de maintenant, je ne regarde rien. » J'ai plongé mon regard dans ma caméra.
Puis je suis pas sorti de là. Mais les crimes d'image, ils sont restés dans ma tête pareil. Puis tu vois, Isabelle, elle, c'est l'odeur. Puis notre fixeur de l'époque, là, les deux, eux autres, là, ils n'étaient pas capables de sortir l'odeur du nez. Moi, je suis pas capable de sortir ces images-là. C'est des civils là, tués par l'armée russe là, aléatoirement. Là. C'est dégueulasse. Puis, des belles expériences, j'en ai à profusion. Puis c'est toujours des expériences humaines. Oui, c'est ça. Puis en série, je l'ai vécu une vraiment spéciale. OK. Sur la plupart des journalistes, la plus grande crainte qu'on a eue dans les années 2000, c'est de se faire kidnapper. OK. Puis les kidnappeurs, c'était des islamistes extrémistes, okay? Qui te kidnappent, qui te mettent tout en orange, puis qui te coupent la tête. D'ailleurs, la principale place où les journalistes se sont fait kidnapper et tuer par ces groupes-là, ces groupes islamistes classés sur la liste des terroristes, sont en Syrie. Okay? Fait que c'est là les pires anecdotes de journalistes, c'est sur les routes syriennes, avec les rebelles du HTS. Mais c'est eux qui ont pris le pouvoir en Syrie. C'est eux qui m'ont invité à prendre le thé. Fait que j'ai pris le thé avec les rebelles. OK. Puis là, je suis assis avec eux. Je prends mon thé. Puis là, avec l'aide d'un fixeur traducteur, que tu sais c'est quoi maintenant, fait que je peux avoir une discussion via une traduction. On parle, ils me posent plein de questions sur le Canada. Je repose des questions sur eux, comment ils ont pris, comment ils ont fait la guerre au régime de Bachar al-Assad. Ils m'expliquent tout ça. Puis là, à un moment donné, dans ma tête, je fais « Hey, c'est eux autres crimes qui nous ont fait peur pendant 20 ans sur les routes du kidnapping, puis que dans toutes mes formations en zone dangereuse, on se fait kidnapper pour simuler ça, puis après une minute, je fais « Astique que je veux jamais me faire kidnapper de toute ma vie. » C'est vraiment tough mentalement, là, quand t'es attaché. Mais ça... Non, c'est malade. Puis là, c'est pendant des mois, là. Puis c'était eux autres. Puis que là, j'ai fait... C'est l'expérience la plus fuckée de toute ma vie. Je suis assis avec ma plus grande peur. Mais ouais. Puis ils étaient super fins. Mais je comprends pas, mettons, du moment que tu t'es fait demander ça, t'as même pas hésité? T'as comme pas eu un... Non. Des shit, non? Non. Non, j'ai pas hésité. Ah, ouais. Moi, je suis toujours dans une position de neutralité. Je dois pas mettre mes opinions sur la table. Puis l'autre affaire, c'est des occasions uniques de pouvoir... Moi, je veux travailler le plus près possible de mes sujets. Fait que quand mes sujets me demandent de prendre le thé, ça veut dire que là, je suis au plus près d'eux. Ouais. C'est bon. L'image est quand même très drôle de, tu sais, quelqu'un qui kidnappe, qui coupe la tête à quelqu'un, puis que là, il t'invite à prendre un thé. Je trouve ça... J'avais un peu les fesses serrées. Je me disais, je vais peut-être pas les contrarier. C'est peut-être pas le temps de leur demander leur opinion sur le voile et les femmes. Je n'ai pas abordé ce sujet-là, mettons. Ouais. Puis quand tu discutes avec quelqu'un, puis tu as sa Kalachnikov presque à côté sur ta cuisse, ça impose un certain respect. Mais c'était des ados, là. OK. C'était vraiment jeune. Il était combien? Il devait être 5-6. OK. Ouais. Puis toi, t'étais tout seul avec le fixeur? Ouais. OK. Ouais. Hey, quand même, hein? Oui, je faisais un reportage sur les prisons secrètes de Bachar al-Assad, où il torturait son peuple, là, tu sais. Puis tout ça, fait que c'était tout caché dans partout. Puis là, en fait, il y avait des rumeurs. Fait que là, ces rumeurs-là m'amenaient à une adresse. On a cogné, les rebelles étaient là. On leur a dit, on peut-tu visiter la prison secrète? Ben voyons donc. Fait, ben oui, venez-vous-en. Ben oui. Fait que là, on est descendu au sous-sol. C'était caché, là. Descendu au sous-sol. Je fais tout mon reportage. Les rebelles sont là. Après, ils font, veux-tu prendre le thé avec moi, avec nous autres? Wow! Mais c'est quoi leur intérêt de dire oui? C'est de montrer que le régime est bien pire qu'eux autres. C'est politique. OK. Tu dis, OK, vous, communauté internationale, vous dites qu'on est des méchants, mais on va vous montrer 10 fois plus méchants que nous, qui était Bachar al-Assad. Donc, nous qui venons de prendre le pouvoir, donnez-nous une chance. C'est exactement ça qui se passe. Donc, moi, je sers les intérêts des rebelles quand je fais ça,
mais je sers l'intérêt du public en montrant ce que l'autre a fait. Fait qu'on est placé entre les deux. Okay. On le fait pas pour les rebelles, on le fait pour témoigner de ce qui se passait avant. Ouais. Mais ça arrange aussi. Fait que c'est comme ça que tes portes s'ouvrent. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un fixeur te trahisse pendant ton voyage? Oui. Deux choses. C'est souvent les kidnappings. C'est souvent le fixeur qui a trahi ou vendu le journaliste. OK. C'est lui qui va dire, demain, on s'en va à telle place. Aïe. L'embuscade arrive. Ah! Ça coûte cher. Ça vaut cher un journaliste étranger, tu sais. Ouais. C'est pour les demandes de rançon, tout ça. Fait que, fait qu'on a toujours on fait confiance à nos fixeurs, mais on fait attention aussi. Fait que des fois, on peut dire à notre fixeur, demain, on va aller à telle place, puis que le matin, on dise, on va à telle autre place. OK. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. Protège, OK. Ouais. Mais oui, au Congo, au sud Kivu, à un moment donné, on a un fixeur, on vient d'arriver, on organise des affaires, puis on apprend que la radio parle de nous, il y a du monde à la porte. Là, il avait brisé tout le saut de la confidentialité puis de notre sécurité. Il avait dit à quel hôtel on était, à la radio. Là, c'est pas une trahison qui nous a coûté la vie, mais ça a compliqué notre travail puis notre sécurité. C'était tellement intéressant. Merci, c'est très gentil. J'en reviens pas de tout ce que tu fais dans C'est fou. À quel point que tu as vu des choses dans ta vie, tu sais, qu'une personne normale, non, c'est pas vrai, je me reprends, qu'une personne comme nous ici, avec notre petite vie tranquille, on n'a pas accès, on voit pas. On voit juste en image, mais tu sais, toi, comme tu disais, tu le vis. C'est, tu sais, juste la vidéo avec les sons. C'est complètement... Tu sais, c'est une autre dimension là, que juste la photo statique, là. Fait que c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo-là, parce que à chaque fois, je me disais, si le monde entendait ça, il capoterait. C'est ça. Fait que merci. Puis ton livre, écoute, il y a de blagues. Ça va sortir au début octobre, prévu le 9 octobre. La prise 2, parce que là, c'est ça, le tome 2. Ouais. Puis là, en plus, si ça se confirme vraiment que je vais au Congo, ça va vraiment être super réaliste. En plus, c'est ça. Mais je vais garder les personnages que... Mon histoire, elle ne changera pas, là, est scénarisée, mais mes descriptions vont être vraiment plus actuelles. Non, ça va vraiment être trippant. Il va vraiment être bon, ce deuxième-là. Je pense que le premier n'était pas pire. Oui. Mais le deuxième, je me dis, il est vraiment meilleur. Y a-t-il une raison pourquoi que tu t'es plus concentré sur les... Tu sais, c'est plus ado un peu, le livre? Oui. Y a-t-il une raison pourquoi que tu l'as pas fait version adulte, mettons? Ou... En fait, parce que moi, c'est pas mon idée originalement, c'est l'idée des éditions Les Malins. OK. Qui m'ont proposé de faire une série de livres sur la guerre. Parce qu'ils m'ont proposé ça quand je suis revenu d'Ukraine la première fois. Puis, la guerre était très, très médiatisée. Fait ils se sont dit, peut-être qu'on pourrait faire une série de livres autour de cette thématique-là. Puis, comme moi, je suis comme pas mal, j'en ai fait beaucoup, là, comme tu le sais maintenant. Fait qu'ils m'ont proposé ça. Fait que j'ai monté le projet avec eux, puis j'ai franchi plein d'étapes avec une éditrice extraordinaire, avec Marie-Pascale Dany. C'est ça. Fait que eux autres, c'est une maison d'édition jeunesse. Fait que c'est ça. Le target, c'est genre 5-6e année du primaire, jusqu'à secondaire 4-5. OK. Fait que si vous avez des ados, allez acheter le livre. Il est super intéressant. Puis même, moi, j'étais adulte, puis je l'ai lu. Je l'ai trouvé super. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Fait que merci beaucoup, Martin. Merci à toi. Bye. Bye.